enregistré. Ok. Alors, les travaux de Jean-Baptiste Bersac, en fait, oui, je les ai découverts à ce moment-là. À ce moment-là, disons que parallèlement à la découverte que je faisais de la littérature anglophone, puisque la littérature sur MNT est essentiellement anglophone, j'ai découvert l'existence de Jean-Baptiste Bersac. Et j'ai vu et revu, d'ailleurs, la seule vidéo qu'il a enregistrée, je ne sais pas si tu l'as vue, qui est très longue, Oui, dans oui. laquelle il s'exprime. Dans un café? Absolument, avec deux autres personnes, dont un qui a créé une monnaie, la monnaie libre, Stéphane Laborde, et puis Étienne Chouard, qui est un blogueur très, très célèbre, qui a beaucoup de followers. Et je dois dire que moi, ça m'a interpellé tout ça. Et bah oui, Jean-Baptiste Bersac, c'est quelqu'un qui était hyper cultivé, ça c'est clair, et qui était passionné, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai lu sur son bouquin, et je lis régulièrement, je m'y réfère. Je regarde également son site. Alors, il n'utilise pas la même sémantique que MMT. Il y a pas mal de concepts qui sont définis différemment, qui sont même moins creusés, comme les fameux actifs financiers nets, des choses comme ça. Ça n'apparaît pas clairement, mais fondamentalement, c'est la même vue. Et d'ailleurs, lui-même, il a lu Mitchell, il a lu Mosler d'abord, qui est le père de MMT. Il a lu Mitchell, il a lu Randall Ray, Kelton, etc. Il avait lu. Ouais. Ouais. Ah, c'est sûr que si ce gars-là était encore vivant, ce serait fantastique pour MMT, c'est clair. Alors, j'ai eu des contacts avec son père, comme ça, je vais dire par courtoisie, si j'ose dire, quoi. Et à l'époque, c'était à mes débuts sur MMT, il parlait de créer une association pour, disons, pérenniser l'œuvre de son fils. Puis en fait, il n'y a pas eu de suite. Donc, je lui ai réécrit récemment, mais il ne répond plus. Enfin bon, toujours est-il que le travail de Jean-Baptiste Bersac, effectivement, pour moi, il est fondamental. Oui, c'est sûr. Alors bon, moi j'ai assez bien connu Jean-Baptiste puisque en fait j'ai fait mes études avec lui en master. On était tous les deux sous la direction de Jacques Sapir à l'EHESS. On était dans la même année, donc on a ouais, je sais pas, on a pas mal échangé évidemment. Alors je sais pas si tu l'as déjà rencontré en vrai, Jean-Baptiste, ou non, du coup tu l'as jamais. Alors c'était une personnalité très particulière, très, à la fois très attachante et puis pas toujours très facile, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, mais en tout cas, effectivement, c'était quelqu'un de très cultivé, de très intelligent, qui connaissait beaucoup de choses, et pas seulement en économie, hein, qui avait vraiment une culture encyclopédique. Et évidemment, c'est une grande perte qu'il soit parti si tôt dans ces conditions. Et ça manque effectivement aujourd'hui de pouvoir discuter avec lui de toutes ces questions, même si c'était, je m'en souviens bien, pas toujours simple parfois d'échanger. Et de toute façon, c'était un esprit brillant, donc c'était évidemment intéressant quand même. Et moi, personnellement, bon, j'ai pas la même trajectoire, ni au niveau de la réflexion et tout, mais en fait, c'est par lui vraiment que j'ai commencé à entendre parler notamment du chartalisme, parce que c'est surtout comme ça qu'il se présentait. Il disait qu'il était vraiment le premier chartaliste francophone. C'est un peu comme ça qu'il se présentait, et il m'avait passé son livre, Devise, que j'ai toujours. Et voilà, c'est vrai que, en plus de ça, ça se voit toujours évidemment dans son livre, mais il avait du style, sa façon d'écrire, donc c'est stimulant de le lire, quoi. On se dit, voilà, il pose des véritables enjeux et tout. Et je pense quand même qu'il m'a éveillé à cette question de la monnaie, alors que moi, en master, j'étais plus tourné vers la question des prix, l'analyse de l'inflation et tout. Lui, il m'a vraiment... il parlait beaucoup de cette question de la dette publique, du fait qu'un État en fait, était obligé, pour développer son activité, d'avoir de la dette publique. C'était une idée qui lui tenait à cœur, que moi, je n'avais pas creusé suffisamment à l'époque pour pouvoir en discuter avec lui.
mais en tout cas, ça m'a éveillé à ça, c'est clair, parce que je le voyais réfléchir là-dessus, je voyais qu'il avait trouvé des choses, même si je n'étais pas capable d'en débattre à l'époque. Et donc, oui, ça a joué un rôle aussi dans ma réflexion, parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait là-dessus. Moi, j'arrivais avec ma formation de comptable, mon expérience professionnelle de comptable, et donc j'ai tendance à analyser les problèmes par ce biais-là. Je me souviens que je lui avais parlé une fois d'ailleurs des travaux de Fourastier. Je me souviens que ça l'avait intéressé. Il me posait la question, il me disait quelle référence, quel livre et tout. Et évidemment, ça aurait été intéressant de discuter de tout ça, mais bon, voilà. C'est malheureusement pas possible aujourd'hui. Mais je pense en effet que ces travaux sont vraiment importants et encore aujourd'hui à étudier pour les gens qui discutent de ces questions, parce qu'il y a des choses très intéressantes à trouver chez lui. Même si, encore une fois, avec le recul et maintenant que j'ai moi-même développé un peu plus précisément ce que je pense de la question, je ne suis pas d'accord avec tout, mais c'est en tout cas intéressant, ça c'est clair. Ah oui, OK. OK, alors, je ne sais pas comment tu veux qu'on procède. Ce que je peux faire, c'est partager, le visualiseur et puis commencer Ouais. à regarder ensemble, commenter les principales opérations. Et partant de ça, bon, on sera amené à, bon, on va pas faire d'exposé théorique au départ, on sera amené à, évidemment à se référer aux concepts utilisés obligatoirement, quoi. Alors, ce que je vais faire, tu es d'accord avec cette méthode? Oui, ouais. OK. Alors, je vais afficher, donc je vais prendre le visualiseur d'origine en anglais. Hop, là. Et puis je vais partager l'écran. Alors, voilà. Voilà. Tu le vois? Ouais. OK. OK. Alors, moi, ce que je te propose peut-être, c'est de commencer par dépenses publiques. Ouais, ok. Allons-y. Parce qu'en fait, dans la logique MMT, ça commence par ça. Tout procède de ça, quoi. Donc, government spends. Donc, si on l'exécute, alors on se rend compte qu'il y a une diminution des dépôts au trésor et il y a une augmentation des réserves bancaires, plus 30, et puis une augmentation des dépôts. En l'occurrence, donc c'était une dépense au profit d'un ménage, d'une Est-ce que famille. ça te dérangerait, Robert, de faire, tu sais, le bouton WePlay Operation hein, pour qu'on le visualise Oui, WePlay, voilà celui-là. Et là, WePlay, le deuxième. Ouais. Ça permet de le refaire. Il faut bien l'avoir en tête. je refasse Ouais, donc encore, effectivement. Ouais, si tu veux. Ouais. je Je refais. pense que ce sera peut-être aussi plus clair pour les gens qui regardent. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc bah écoute, donc je peux peut-être te dire la lecture, moi, que j'en fais personnellement. Absolument, absolument. Ouais. Donc pour moi, bah, je suis déjà, enfin, je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec la description, comptable qui est faite Oui, de cette opération de la dépense publique, hein. oui. Donc pour moi, ce qui se passe, c'est que premièrement, à gauche, au niveau, du trésor, hein, Oui. on a, une diminution, en fait, de l'argent que possède le trésor dans ses comptes, ce qui est, noté par le déposite. Et pourquoi? Parce que le trésor, en fait, bah, voilà, dépense de l'argent, par exemple, disons pour payer un fonctionnaire. Je pense que ça rentre bien dans cette opération. Il paye un salaire à un de ses agents, donc l'argent qu'il possède diminue et en parallèle, l'argent du ménage, donc household, augmente. Voilà, c'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre, du trésor au ménage, au fonctionnaire, par exemple. Et l'intermédiaire dans cette opération, c'est la banque privée, puisque le fonctionnaire possède un compte en fait à la banque, et donc son compte en banque qui est au passif de la banque, déposite, augmente, et en face, à l'actif, les réserves de la banque
augmente parce que c'est la contrepartie des dépôts bancaires des clients. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que j'explique cette opération. Donc, ça me semble, le visualizer, une fois de plus, là, me semble tout à fait bien décrire l'opération. Est-ce que tu es OK, toi, avec ça ou... Mais non, 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 justement, il y a quelque chose qui est un peu troublant, c'est la baisse des dépôts de, du Trésor. Mais dans la logique MMT, en fait, l'État dépense d'abord. L'État dépense d'abord, c'est-à-dire que ça, c'est le chartalisme. Il n'a pas besoin de, il n'a pas besoin d'avoir il n'a pas besoin de devise de monnaie pour dépenser, quoi. Il crée sa devise en dépensant. Et, et, euh, et en réalité, donc l'analyse qu'on fait, c'est que la dépense publique, la dépense publique, donc augmente le déficit. Negative equity, c'est le déficit en fait. C'est pas très explicite, mais c'est le déficit. Elle augmente les réserves bancaires et les dépôts. Et à contrario, on peut le montrer après, je peux le faire maintenant, hein, les taxes, la taxe, gouvernement taxe, pour le même montant, ils font exactement l'opération inverse. Donc en réalité, l'analyse MMT, c'est que d'abord chronologiquement, l'État crée d'abord sa devise. Il crée d'abord sa devise. Et cette devise permet ensuite de payer les impôts et puis de souscrire à des titres, éventuellement à des titres d'État. Mais l'hypothèse selon laquelle la monnaie que l'État utilise lorsqu'il dépense viendrait du secteur privé, elle est totalement exclue dans MMT. Et donc ça, si tu veux, c'est la logique chartaliste, justement. Et c'est quelque chose qui... Je l'ai déjà entendu dans la bouche de Jean-Baptiste. Je m'en souviens évidemment, bien oui. de ça. Oui, bah oui. C'est quelque chose qu'il Oui. disait, ouais. Et si tu veux, alors, ça, c'est le b.a.-ba de MMT, quoi. Et c'est quelque chose qui est démontré techniquement également. mais Alors, bon, pour commencer par le commencement, c'est d'abord dans la logique même de l'État monopoliste de sa devise. D'accord. Qui en fait, on prend souvent l'exemple du colonisateur en Afrique, on prend l'Afrique, hein, Oui. qui met en place une monnaie qui est cité, fiscale. En fait. Oui, comme en parle David Graeber, par exemple, pour le cas de Madagascar, je crois. Oui, je pense que oui. Oui, je crois qu'il évoque ce cas très clairement en donnant raison aux chartalistes, justement en prenant cet exemple dans son livre. Oui. Et d'ailleurs, là pour le coup, je sais pas du tout, mais c'est tout à fait possible que ce soit le cas. Je n'ai pas étudié la question de près. Ouais. Par contre, si on revient sur ces opérations, effectivement, je suis tout à fait d'accord pour dire que donc government taxes, c'est la contrepartie, enfin c'est l'inverse, l'opération inverse de la dépense publique. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je pense que le visualizer le montre tout à fait correctement. Ouais. Mais effectivement, moi, mais on en a déjà discuté par écrit, mais pour moi, il n'y a pas de création monétaire par cette opération. Et je pense que le visualizer le montre parce que cet argent qui passe donc au moment de la dépense publique, de la comptabilité du trésor à la comptabilité du ménage, eh bien, il existe déjà. Il est dans les comptes du trésor et il y a été d'une autre manière que par cette opération de dépense publique. Donc pour moi, il n'est pas créé par cette opération. Je ne dis pas qu'il ne peut pas l'être, évidemment. Je ne dis pas que dans certains systèmes ou dans certaines périodes historiques, cette opération n'a pas permis de créer de la monnaie. Mais dans notre système monétaire, si on prend par exemple en France ou même aux États-Unis, et ce visualizer, il reprend les systèmes monétaires en France et aux États-Unis,
pour moi, la monnaie n'est pas créée par cette opération, parce qu'elle est présente déjà dans le trésor, et elle passe simplement du trésor au ménage, ou du ménage au trésor dans le cas des impôts. Donc, pour moi, Ok, là, il n'y a pas de création monétaire. ok. Alors, je vais te poser, ok, je vais te poser une question euh, Mm. qui vient évidemment d'une manière naturelle à ce stade de la discussion. Si donc l'État ne crée pas la monnaie en dépensant et ne la détruit pas en taxant, restons au niveau de la dépense. Si l'État ne crée pas sa dépense, d'où est-ce qu'elle vient cette monnaie? D'où est-ce qu'elle vient? D'où vient cette monnaie? Excuse-moi, je repose ma question. Qui l'a Vas-y, créée? vas-y. Comment a-t-elle été créée? Alors, pour moi, elle est créée au moment des prêts qu'accordent les banques privées. Elle est créée par les banques privées parce qu'ils ont une licence pour le faire. Et au moment où ils attribuent un crédit, je pense d'ailleurs qu'il y a cette opération qui est présente dans le visualiseur. Malheureusement, je n'ai pas la main dessus, mais Oui, si, elle est liée, oui. Oui, je ne sais pas si on peut la visualiser. Ce sera oui, peut-être oui, bien sûr, plus. on peut. Ça peut C'est être intéressant. banque loan. Oui, bank loan, je Banque pense. loan, oui, 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 oui. voilà, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, Alors, pour moi, c'est là voilà. Pour moi, c'est là où il y a création monétaire. Et donc, on a en fait à l'actif de la banque donc l'item loan qui grossit. Donc ça, c'est simplement une créance pour la banque. Et à son passif, il y a le dépôt du client qui augmente oui. également. Et ça, à cet endroit précis, c'est la monnaie. Et on retrouve évidemment la même chose pour le ménage. Alors, à part que lui, c'est à son actif qui va avoir l'argent disponible et à son passif qui va avoir une dette. Voilà, ce qui est le loan. Donc, en fait, ici, il y a création monétaire. Parce que cette monnaie que prête la banque au client, elle est créée ex nihilo à partir de rien, en contrepartie d'une dette et d'une créance pour la banque. Donc, c'est par exemple le cas typique, un prêt immobilier, un client qui se présente auprès de sa banque, qui veut acheter un appartement, qui fait je sais pas moi, un emprunt de 100 000 euros. La banque vérifie la faisabilité du projet, etc. Puis ensuite, elle crée ex nihilo, à partir de rien, de la monnaie qu'elle met à disposition du client. Et cette monnaie circule le temps que le client rembourse ce prêt. Et quand il a fini de rembourser ce prêt, et ben en fait, la monnaie est détruite. Mais entre-temps, elle a circulé et elle est apparue à partir de rien. Et c'est la source aussi de la monnaie qui va se retrouver dans le compte du trésor. Parce que l'État, en fait, va collecter cette monnaie par l'impôt et ensuite le redépenser par la dépense publique. Voilà, pour moi, c'est ça le Ok. schéma. Ok. Alors, euh, donc alors, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que euh, c'est l'État qui décide dans quelle monnaie l'impôt qu'il émet doit être payé? Tu es d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Ok. Tout à fait d'accord. Alors, maintenant, je te pose une autre question. Est-ce que d'après toi, on peut payer d'une manière définitive, je précise définitive, le mot définitif est important, ses impôts avec du crédit bancaire? Qu'est-ce qu'on appelle du crédit bancaire? Oui. C'est ça, c'est la question que je. Avec un prêt bancaire, disons, avec un prêt bancaire pour moi. Parce que du point de vue du ménage, le prêt bancaire, il se traduit par deux choses. C'est un, de la monnaie officielle qui est mise à disposition sur son compte en banque, et deux, une dette. Donc, c'est deux choses déjà distinctes. Oui. Donc, à ta question, je dirais, oui, il peut payer en fait, il peut payer ses impôts qu'avec de la monnaie officielle. Et cette monnaie officielle, en aucun cas, ça peut être sa dette ou une créance qu'il a sur autrui. Ok. C'est uniquement la monnaie officielle. Mais ça, il Alors, peut se la procurer via un crédit bancaire. alors, justement, tu prononces l'expression monnaie officielle. Je ne sais pas si tu as vu ce que je t'ai envoyé, mais c'est quelque chose qui m'a interpellé. C'est quoi, d'après toi, la monnaie officielle? Pour moi, cette terminologie, on ne l'utilise jamais, donc je ne sais pas ce que c'est. D'accord.
Alors, pour moi, la monnaie officielle, c'est simplement la monnaie qui est reconnue par l'État comme telle. Euh, Premier article du Code monétaire et financier, la monnaie de la France est l'euro, voilà, etc. Donc, c'est la seule monnaie qui peut être acceptée comme moyen de paiement libératoire qui a cours légal. Voilà, ce qui est très important, c'est qu'elle ait cours légal, et ça, seul l'État peut le fixer. Et il le fixe effectivement pour son pays. Voilà. Pour moi, c'est ça la monnaie officielle. Et en comptabilité, on considère toujours cette monnaie officielle dans des comptes séparés des dettes et des créances. Voilà. C'est vraiment ça mon point. OK. Et qui est-ce qui a créé cette monnaie officielle? Les banques privées qui possèdent une licence au moment du crédit, de l'opération de crédit. Voilà. OK. Alors, je vais te poser la question différemment, je la repose quand même. Est-ce que d'après toi, on peut payer, je suis contribuable, j'ai de l'impôt à payer, est-ce que je peux indéfiniment payer mes impôts avec de la monnaie que j'ai obtenue à travers un crédit bancaire? Est-ce que tu peux payer tes impôts à travers la monnaie que tu as obtenue via un crédit bancaire? C'est ça la Ouais, question. c'est ça ma question, ouais. Et la Et, réponse est oui, pour moi. Pour moi, oui. ouais. Donc c'est là Mais où, en c'est là où ça général, bloque. Oui, vas-y, ouais. non, non, ce que je veux dire, les agents font des crédits bancaires pour une raison précise, etc. Mais en revanche, comment dire, ils utilisent, ils utilisent pas l'argent qu'ils obtiennent d'un crédit pour payer leurs impôts. C'est pas comme ça que les choses se présentent. Ils utilisent l'argent qu'ils ont obtenu via un crédit pour payer un bien, typiquement leur Une maison, appartement, une voiture, oui, oui. ou une maison, ou une voiture, ou Oui, quoi que ce soit vas-y, d'autre. Cet explique. argent, en fait, il ne le possède plus après. Il se met à circuler dans l'économie puisqu'il le donne, par exemple, à un propriétaire. Oui, bien Le sûr. propriétaire de l'appartement, il va vendre l'appartement et il va récupérer les 100 000 euros. Ce qui fait que lui, par contre, il va utiliser potentiellement ces 100 000 euros pour payer ses impôts. Alors que ces 100 000 euros ont bien été créés au moment du prêt bancaire, mais pas par la même personne. D'accord. D'accord, mais là, dans ton raisonnement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. J'achète une maison aujourd'hui. OK? J'obtiens un prêt de 100 000 euros. OK? Donc, d'un côté, j'ai un prêt pour payer ma maison. Demain, j'ai un impôt à payer. Demain, ou dans 8 jours, ou dans 6 mois. J'ai un impôt à payer. Je ne peux pas décemment payer mon impôt avec le prix de vente de ma maison, que je vendrai peut-être jamais d'ailleurs. Donc, si tu veux, Bien sûr. je repose ma question parce qu'elle est fondamentale, si tu veux. Je peux prendre un raccourci, si tu veux. Mhm. Là où je veux en venir, c'est que, en fait, MMT démontre que le crédit bancaire, que la dépense publique est première. Elle est première chronologiquement d'abord. Et elle est première également au niveau de la hiérarchie, si j'ose dire, oui, de la hiérarchisation entre devise créée par l'État, puisqu'elle crée la dépense crée de la devise pour nous, hein, pour MMT, et puis monnaie créée par le crédit bancaire. Et surtout, il y a une chose qui pour moi est claire et évidente, c'est que le crédit bancaire n'est pas possible s'il n'y a pas eu en amont la dépense publique. Parce que la dépense publique, elle seule, a créé, alors on en vient à cette notion dont j'ai beaucoup parlé, des actifs financiers nets. La différence fondamentale qu'il y a entre la dépense publique et le crédit bancaire, donc la devise, puisque nous on considère que c'est de la devise créée par l'État, et la monnaie créée par les banques, c'est que la devise créée par l'État correspond à un paiement définitif, qui n'a pas à être remboursé à l'État en tant que tel. Certes, elle sera détruite partiellement après par l'impôt, mais ce n'est pas un prêt, c'est un paiement définitif. Si je suis fonctionnaire, j'obtiens 2 000 euros, ils sont pour moi d'une manière définitive. Par contre, quand je vais voir un banquier, et ça, toi qui es comptable, tu le comprends facilement, et j'obtiens un crédit, j'obtiens
un dépôt, j'augmente mes dépôts, mon actif, mais j'augmente également mon passif parce que j'ai une dette envers la banque. Donc ça, c'est fondamental, si tu veux. Et au risque de me répéter, en fait, la MMT démontre que le crédit bancaire n'est pas possible sans la dépense publique, sans les actifs financiers nets. N'importe quel agent du secteur privé ne peut pas, que ce soit un particulier ou une entreprise, ne peut pas obtenir un prêt si il ne donne pas à son banquier, s'il ne prouve pas à son banquier qu'il aura à sa disposition, pendant toute la durée du remboursement du prêt, suffisamment d'actifs financiers nets pour le rembourser. Donc voilà la logique MMT. Alors, bon, c'est vrai que moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce que bien sûr, le crédit bancaire implique une contrepartie, c'est-à-dire une dette pour le client qui doit rembourser. Et encore une fois, l'argent qui a été créé à l'occasion de ce crédit, c'est pas lui qui va le faire circuler, parce que lui, il va le donner à une tierce personne. Cette tierce personne va simplement obtenir de l'argent qui vient à l'origine donc d'un crédit bancaire, mais lui va l'utiliser d'une manière libre, sans être lié par une dette quelconque. Et en fait, c'est comme ça que la monnaie circule. Et la différence, parce que ça pose la question de la masse monétaire, comment une masse monétaire en circulation est possible à partir du crédit bancaire? C'est parce que la masse des crédits nouveaux qui permettent la création monétaire est plus importante que la masse des remboursements des crédits anciens, qui est la destruction monétaire. Et si on fait la différence entre les deux, eh bien, on a la masse monétaire en circulation. Et c'est tout à fait possible. C'est vraiment l'image d'un bain, par exemple, qui se remplit par le robinet du crédit et se vide par l'évacuation d'eau en fait, de la destruction monétaire, du remboursement des crédits. La masse monétaire, c'est le flux qui existe, qui est dans la baignoire entre les deux. Voilà. Et ça, c'est possible uniquement via le crédit bancaire. Je suis tout à fait d'accord pour dire que le fait que la dépense publique ne puisse pas en elle-même créer de la monnaie, comme dans notre système actuel, c'est quelque chose de dysfonctionnel, qui perturbe gravement le système économique. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est une contrainte qui est imposée pour des raisons politiques par les États et qui porte atteinte au bon fonctionnement du système monétaire et financier. En revanche, c'est quand même mécaniquement possible que la monnaie circule à partir du crédit bancaire, même si c'est un système qui est handicapant. Parce que pour moi, et ça aussi on peut le montrer historiquement à mon avis, un système qui fonctionne bien, c'est un système qui fonctionne via le crédit bancaire d'une part et via la dépense publique d'autre part. Mais actuellement, ça n'est pas le cas, quand même. Et ça pose problème, mais c'est quand même ça, la situation, et on peut, à mon avis, le montrer comptablement. La monnaie officielle que possède l'État, il la collecte en fait sur les marchés, mais il ne la crée pas. Il la collecte auprès de gens qui la possèdent déjà. C'est ça qui est certainement un peu dysfonctionnel, même beaucoup, mais c'est pourtant bien la réalité. C'est pour ça que l'État emprunte sur les marchés. C'est parce qu'il a besoin de l'argent existant en circulation et il le réclame aux acteurs privés qui le possèdent pour pouvoir assurer les dépenses publiques. On pourrait tout à fait imaginer un autre système, mais dans notre système actuel, ça fonctionne quand même comme ça. Et voilà. Ouais. Alors, Parce que, moi, je ne sais pas comment on peut avancer. Alors peut-être, oui, on alors a un désaccord. oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu reconnais, parce que les questions de circulation, pour moi, elles ne sont pas essentielles à ce stade. À ce stade, ce qui est essentiel de mon point de vue, c'est qu'est-ce que la monnaie, en fait. Qu'est-ce que la Bien sûr. devise, qu'est-ce que la monnaie? Et est-ce que tu reconnais, alors ça, on peut le revérifier, on peut le revisualiser, je veux dire, sur, sur le visualiseur, que les actifs, ce qu'on appelle les actifs financiers nets, ici c'est equity, c'est la même chose, hein. Les actifs financiers nets de l'agent du secteur privé augmentent quand il y a dépenses publiques à son profit, mais n'augmentent pas quand il y a prêt bancaire. Parce que
Est-ce que tu es d'accord avec ça? Parce qu'on Alors, on va le revisualiser si tu veux. qu'est-ce que... Oui, oui, Alors éventuellement. attends, là on est dans banque, crédit bancaire. Mhm, OK. Donc, je fais run up et là, je me rends compte qu'il n'y a évidemment pas d'intervention de l'État, ni du Trésor, ni de la Banque centrale, mais il y a entre banque et ménage, je recommence, il y a à la banque augmentation de loans, mhm. Les créances. euh, et ainsi que deposit, Mhm. en contrepartie, chez le, dans le ménage, il y a augmentation de loans De la dette. et augmentation de deposit également. Et, Voilà. mais il n'y a pas du tout augmentation des equity, on est bien d'accord. Et ça, c'est fondamental. Si tu veux, il n'y a Il y a pas pas, il y a pas... J'ai pas compris, excuse-moi, un mot. Il n'y a pas augmentation de quoi? d'equity là. Tu vois, Ah oui, ce ah sont oui. alors equity, c'est la richesse nette, hein, ce sont les actifs financiers nets. C'est-à-dire que là, c'est un prêt, donc on a, en ce qui concerne la comptabilité de l'agent, de la famille, on a une augmentation de l'actif et du passif du même montant. Okay, il n'y a pas Oui, augmentation de la richesse financière nette. Le mot net, il est capital dans la discussion. Okay, on est bien d'accord là-dessus. Il y a augmentation de l'actif et du passif, mais il n'y a pas augmentation de sa richesse financière nette, mhm. puisqu'il a plus de dépôts, mais il a plus de dettes en contrepartie. OK. Oui, pour Alors moi, que, oui, enfin, vas-y, je suis pas sûr qu'on soit d'accord sur la définition des actifs financiers nets. C'est surtout ça mon problème. vas-y, oui, vas-y, oui, Sinon, oui, mais pour le coup, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Pour moi, cette opération, elle m'apparaît logique. C'est simplement au passif du ménage. On a l'augmentation donc de loans, qui est en fait la dette du ménage, la dette qui doit oui, rembourser à la banque, et à son actif, donc le deposit, qui est en fait la monnaie qui est mise à sa disposition sur son compte en banque. voilà, Et côté voilà, banque, on a l'exact miroir de cette opération, c'est-à-dire au passif, l'augmentation de deposits, oui, qui sont les dépôts bancaires oui, des clients de la banque, et à oui, l'actif, augmentation de loans, qui sont en fait les créances de la banque envers les clients. Donc pour d'accord. moi, c'est tout à fait logique ce qui est décrit là. Donc, Equity, equity pour les ménages, honnêtement, j'aimerais voir une opération qui le modifie pour pour mieux définir ce dont il s'agit. Je ne voudrais pas m'avancer. Mais en tout cas, cette opération, pour moi, elle me semble tout à fait juste. Hein, telle qu'elle est dans le alors, visualizer, ça, il n'y a pas de problème. alors l'equity, c'est la richesse, tu peux regarder la définition là, c'est la richesse financière nette, ce sont les actifs financiers nets. Alors, si tu veux, cette expression, hein, pour moi, elle aussi, elle a été nouvelle il y a 3 ans, quand j'ai découvert MMT. Mhm. Mais alors, ce que je vais te dire, ça ne va pas forcément te convaincre, mais dans la Non. littérature anglophone, elle est utilisée en permanence. Enfin, la littérature anglophone, Oui, oui. MMT, hein, elle est utilisée en Mhm. permanence. Si tu veux, c'est tout simplement la richesse financière nette de D'accord. l'agent, tout simplement. Mais Voilà. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent le terme de equity, effectivement, comme en fait, comment dire, ouais, une equity, c'est souvent en fait des actions, des obligations que possèdent les agents. C'est souvent dans ce sens-là que c'est employé. Mais ouais. bon, euh, voilà. Là, Bon, ce serait oui. quelque chose à approfondir. J'aimerais le voir bouger dans une opération pour pouvoir mieux Eh ben, tu vas le voir tout de suite. me Après, on va regarder prononcer la là-dessus. dépense publique. Oui, ils expliquent que c'est net Ok, worth, c'est la richesse nette. Alors, la richesse nette. maintenant, une opération qui fait bouger ça. Ben, c'est simple. On prend government spends, Ouais, OK, ok, et on y va. ok, d'accord. Je recommence si tu veux, hein. Ok. Ouais, ouais, non, ouais. Je recommence. Et ça, si tu veux, ça c'est fondamental. Euh, Ouais, ouais, Comme je t'ai d'accord. expliqué tout à l'heure, Mhm. et en fait, quand on observe le système, on se rend compte qu'en dehors d'opérations marginales, comme, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais comme l'achat par une banque centrale de devises étrangères, ou bien une Mhm. opération spécifique d'ailleurs de la Banque centrale de Chine, elle est seule à faire ça, qui octroie Oui, les subventions à certains établissements publics chinois. En dehors de ça, ce qu'on peut dire, la règle, donc il y a très peu d'exceptions, c'est que seule la dépense publique
augmente la richesse financière nette des agents du secteur privé. Seul. Pourquoi? Tout simplement parce que quand l'État dépense, il s'agit de paiements définitifs. Seul l'actif de l'agent est augmenté. Alors, c'est évidemment très intéressant. Ça me revient parce que tu m'en avais déjà parlé effectivement Oui, par écrit. oui, oui. J'avais réfléchi à cette question. Oui. Alors la première observation que je vais, parce que finalement, ça apparaît effectivement au passif des ménages. Alors la difficulté qu'on a, c'est que la plupart du temps, les ménages n'ont pas de comptabilité. Et à force. Oui, d'accord, mais enfin, en macro, on peut les avoir. En vision macro. C'est quelque chose qui a plus une signification justement au niveau macro, effectivement, comme tu dis. Ouais. Et du coup, c'est vrai que bon, c'est difficile de saisir exactement ce dont il s'agit au niveau comptable, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de comptabilité de ça, vu que ce sont les ménages en fait. Alors il faudrait voir au niveau d'une entreprise, mais les entreprises. Ce serait la même chose. Ce serait la même chose. Hein. Ce serait exactement. D'ailleurs, alors attends, je vais prendre l'autre visualiseur en français. Où est-ce qu'il est? Qui a été. Alors attends, je vais déplacer ça, c'est un peu pénible. Voilà. Bon, ça c'est. Ah ouais. Je vais le reprendre. Excuse-moi, ça va me prendre un petit peu de temps. Non, je t'en prie, je t'en prie. Je vais chercher. Celui qui est en français, il a été simplifié par Andrea, qui est l'un des membres de l'Unité France, qui est rentré dedans, dans le code. Et J'ai vu il des a petites simplifié. différences avec le Pardon. MMT anglophone, non? C'est Alors, strictement le même? pardon. C'est strictement le même que l'anglophone ou... On l'a simplifié, en fait. On Ah l'a oui, pas repris complètement. ah, il me semblait avoir vu des différences. Ouais, on l'a pas repris complètement. Et alors, il me semble qu'Andrea, je suis pas certain, mais pour certaines opérations, il a modifié un peu. Voilà. Je vérifie. Je vérifie ce qu'il a fait du paiement dépenses publiques. Ah non, c'est encore c'est encore le ménage. Mais ce serait, tu remplaces ménage par entreprise et c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Là tu veux me faire confiance. C'est exactement pareil. Donc, Non, non, mais je te fais confiance, c'est que j'essaie de oui, oui, réfléchir en je même temps. comprends. Je comprends. Parce que, bon, prenons le cas d'une entreprise, je ne sais pas moi, bah, qui se fait payer, moi par exemple, je vais payer une entreprise qui a fait des travaux, typiquement. Ouais, Donc c'est ouais, bon, ou enfin une grande entreprise, mettons. Donc le Trésor ouais, paye cette entreprise et l'entreprise, effectivement, voit à son actif déposite augmenter, quoi, puisqu'elle reçoit de l'argent oui, officiel, quoi. oui. Qu'est-ce qui va se passer, effectivement euh, qu'est-ce qui va se passer à son passif? C'est la question que je suis en train de me poser en même temps que je parle. Euh, Bah si, ça va faire augmenter son résultat. Voilà, c'est ça qui va se Oui, passer. c'est ça, Ça va sa faire richesse, donc hein. oui, ça va faire. Sa richesse. Ça va faire augmenter Oui. sa richesse financière nette. Donc oui, 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 c'est-à-dire que effectivement, on peut dire que ça va faire augmenter son capital, quoi, pour Ouais, simplifier, si on ouais, veut. Oui, d'accord. c'est ça. Oui, Obligatoirement. Alors, donc ménage, c'est la même chose. Alors, certes, ils n'ont pas de oui, comptabilité, oui, mais c'est la même oui, chose. oui, oui, oui. Donc, Conceptuellement, c'est la même chose. On est d'accord. exactement. Donc, si tu veux, et ça, là, on est vraiment, c'est fondamental pour Alors, MNT, si tu veux. oui, d'accord. Ok, Donc, je on a comprends la devise. Oui, le raisonnement. oui, si tu Donc, veux, simplement, je reprends si tu veux. vas-y. Donc, on a la Non. devise qui, pour nous, est première. Elle est première parce que euh, elle seule augmente la richesse financière nette des agents. Et si on fait le lien avec le crédit bancaire n'est possible que si le demandeur, qu'il soit particulier ou entreprise, le crédit n'est accordé que si l'agent privé
fait la démonstration du fait qu'il dispose de suffisamment, soit au départ, soit également sur toute la durée du prêt, de richesse financière nette. Et c'est là où pour nous c'est fondamental. Et j'en reviens à ce que je disais. Également, ce qu'on peut dire, c'est que l'impôt, et ça, si tu peux me démontrer le contraire, je suis tout oui, mais tu auras du mal. L'impôt en tant que tel ne peut pas, d'une manière définitive, être payé avec la monnaie que t'a prêté la banque. C'est pas possible. Il n'est payable que avec ta propre épargne, ton épargne. D'une manière définitive, je dis bien. On peut imaginer faire un prêt à un banquier, le prêt, il faudra le rembourser. Et en fait, et d'ailleurs chez Versac, c'est quelque chose qui explique de manière très très claire et très longue, parce qu'il est au moins sur 20 pages sur cette différence fondamentale entre devise et crédit. Il dit que le crédit, et je partage complètement, ça m'arrive de reprendre ça d'ailleurs sur, sur Twitter, il dit que le crédit n'est qu'une promesse de paiement. Le paiement définitif ne peut être fait que par la devise. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Non, mais je suis d'accord avec je suis même tout à fait d'accord avec cette distinction, bon, alors devise ou monnaie officielle, peu importe le nom qu'on donne, et crédit. Ça me paraît quelque chose d'essentiel, et c'est une distinction qui d'ailleurs existe en comptabilité, puisqu'on ne comptabilise jamais dans les mêmes comptes les crédits, qui sont des créances ou des dettes, et la monnaie officielle ou la devise. Je suis d'accord. Là où effectivement, j'ai souvenir que Jean-Baptiste parlait de ça de façon très passionnée et très convaincue, mais il avait en partie raison, à mon avis. Parce que effectivement, ce qu'on vient de décrire, et notamment à travers donc cette colonne Equity, ça montre effectivement quelque chose de très intéressant. C'est que un agent qui va toucher de l'argent du trésor, que ce soit parce qu'il est fonctionnaire, il ne va pas avoir de dette en contrepartie. Il ne va pas devoir quelque part rendre cet argent. Absolument. Donc ça va être une valeur nette pour lui, un gain, quoi. Gain net. C'est net, oui, c'est net. En termes comptables, on peut dire que ça va être affecter positivement son résultat. Voilà, absolument. On pourrait le dire les choses comme ça. Ouais. Alors que ne va pas affecter positivement son résultat, puisqu'on a d'un côté une rentrée d'argent et de l'autre une dette d'un montant équivalent. Absolument. Donc ça, on est d'accord. Le résultat va rester à zéro. Et c'est en fait ça que vous montrez à travers votre démonstration. Absolument. Et en fait, je suis d'accord avec ça. Okay. Maintenant, vous en tirez la conclusion que, en fin de compte, au niveau macro, le résultat des entreprises ou des ménages ne peut pas augmenter s'il n'y avait pas de dépenses publiques. C'est un peu ça. Hein. Absolument, oui. Voilà. Alors ça, par contre, je ne suis pas d'accord avec ce point-là, parce que le résultat peut tout à fait augmenter à travers la simple création par les banques, la création monétaire par les banques privées. Parce qu'il suffit pour cela que la masse des crédits nouveaux soit plus importante que la masse des crédits anciens. Et c'est ça qui permet qu'une masse monétaire circule et alimente l'augmentation des résultats des entreprises. Oui, et fondamentalement, au niveau macro, le cumul des résultats des entreprises, de la valeur ajoutée, c'est le PIB. Et en fait, c'est possible via le crédit bancaire. Parce que les crédits nouveaux sont plus importants que les crédits anciens. La masse des crédits nouveaux est plus importante que les crédits anciens. Et la différence entre les deux, c'est la masse monétaire en circulation. Et elle peut tout à fait s'accroître simplement à partir du crédit bancaire. Voilà, c'est vraiment ça mon point. Je pense que ton raisonnement est bon si tu raisonnes en brut. Mais si tu raisonnes en net, il n'est pas bon. Parce que en fait, le macro, ce n'est que l'agrégation de la petite opération qu'on vient de voir là. Oui. Et cette différence conceptuelle entre la dépense publique, qui est un paiement définitif, et le crédit bancaire, qui augmente le pouvoir d'achat, certes, mais pas la richesse financière nette, eh bien, du ménage qui fait le crédit. On le retrouve obligatoirement au niveau macro, cette différence conceptuelle. On la retrouve obligatoirement au niveau macro.
Non, parce qu'au niveau macro, ce qui se passe, c'est qu'il y a une entreprise qui va recevoir le paiement de celui qui a fait le crédit. Et pour cette entreprise, ce sera une richesse nette, hein. Elle va percevoir 100 000 euros sans contrepartie. Donc ça, c'est une augmentation de son résultat, de ses equity, Ok, de ses actifs ok, donc financiers nets. c'est peut-être pas la peine de creuser parce que là, on ne se mettra pas d'accord. Alors par contre, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Ça m'intéresse de savoir ce que tu penses de ça, ce que tu voulais dire par ça. Tu as dit que tout à l'heure, tu as dit, je veux dire, que il y a eu des époques que ce serait bien que l'État puisse créer sa devise aujourd'hui, puisque tu ne reconnais pas qu'il le fait, et il y a eu des époques où il le faisait. Donc, à ta connaissance, tu voulais dire quoi? À quelle époque? Et comment? Alors, ça, c'est quelque chose que j'étudie beaucoup dans ma thèse. Ouais, Pour moi, c'est une longue histoire qui commence, à mon avis, au moment de l'invention de la comptabilité en partie double, c'est-à-dire oui, au XIIIe, XIVe siècle en ouais, Italie. Et ça, fondamentalement, ce qui a permis la création de notre système monétaire, c'est la comptabilité en partie double. Et c'est ce qui permet encore ok, aujourd'hui de le faire fonctionner ok. au niveau conceptuel et pratique. Donc, en fait, ça s'est produit de façon expérimentale, on va dire, petit à petit, et il y a eu beaucoup de difficultés pour en arriver là, mais ça a D'accord. été, on peut dire, employé une première fois par Florence au XVe siècle, les Médicis, qui étaient en fait des banquiers et qui ont pris la tête de l'État florentin, de la ville de Florence. Et eux, ils avaient un système bancaire très, très développé. Ils utilisaient la comptabilité en partie double. Et via leurs opérations, non seulement ils finançaient les dépenses de la ville, mais aussi de beaucoup de cours à l'étranger. Ça, c'est, faut dire, à mon avis, le premier exemple. Ensuite, on a aussi, alors ça se passe beaucoup en Italie, hein, à cette époque, qui sont de toute façon plus avancés, puis c'est eux qui inventent la comptabilité en partie double. Ça se passe également à Venise. Venise, qui est un État extrêmement riche, prospère, qui fait du commerce, enfin, c'est le début du capitalisme, hein. Ils utilisent, au moment de leur guerre, et notamment contre l'Empire ottoman, ils utilisent, mais pas seulement, aussi leur guerre en Europe, ils utilisent des avances au trésor, des emprunts forcés que demande l'État à ses banquiers pour financer les achats de matériel militaire et pour financer la guerre, en somme. Donc ça se produit déjà à ce moment-là à Venise. Et ça se reproduit encore par la suite, notamment en Hollande, dans les Provinces-Unies, à partir du début du XVIe siècle. C'est au moment d'ailleurs de la création de la Banque d'Amsterdam. Les Provinces-Unies ont la même politique de développement à la fois du crédit privé, mais d'emprunt forcé pour l'État auprès de ces grandes banques commerciales. Et enfin, ce système est repris et développé par l'Angleterre à la fin du XVIIe siècle. Et on peut dire qu'au XVIIIe siècle, il est progressivement affiné, et vraiment, il s'applique de façon efficace et définitive pendant les guerres napoléoniennes, parce que l'Angleterre, pour combattre les armées de Napoléon, a recours au système des emprunts forcés et en fait, finance sa guerre finance sa monnaie via le système bancaire qu'on connaît, d'une part, et d'autre part, par les dépenses publiques, notamment les dépenses militaires. Au XIXe siècle, il y a un petit retour en arrière, il y a des débats économiques, parce que la pensée économique anglaise se développe beaucoup à ce sujet. Il y a des débats sur les effets qu'ont cette action de la Banque centrale sur l'économie et notamment sur les prix, parce que c'est tout le débat sur l'inflation qui apparaît. Puis en fait, ce système, il se reproduira pendant la Première Guerre mondiale, en Angleterre, en France, et il va déboucher sur les analyses de Keynes, après la Première Guerre mondiale, qui va se dire, mais attendez, là, on utilise un système pendant la guerre, qui est un système qui en fait est plus efficace que celui auquel vous voulez revenir maintenant. Et puis, bah, voilà, jusqu'au débat. Bon, après, on arrive au débat un peu plus récent, au XXe siècle, et avec, à mon avis, cette espèce de retour en arrière de la deuxième partie du XXe siècle, où on interdit la dépense publique, on interdit la création monétaire par dépense publique. C'est encore c'est marqué précisément, par exemple, dans les traités européens. Et donc, on est dans cette situation qui favorise les marchés privés, qui favorise les acteurs privés, mais qui est déséquilibrée. Parce que
à mon avis, une monnaie qui fonctionne correctement doit fonctionner sur ces deux jambes. La création monétaire privée, bancaire, celle que je viens de développer, mais aussi la création monétaire publique. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus fait et c'est dysfonctionnel parce que ça oblige l'État à aller se financer sur les marchés à des taux parfois exorbitants et la dette publique augmente considérablement et tout ça pour quelque chose d'inutile en fait. Donc moi, je suis tout à fait d'accord pour revenir à un système où l'État puisse directement créer sa monnaie ou emprunter à taux zéro auprès de la banque centrale. Enfin, on peut trouver différents systèmes, mais à l'arrivée, un canal de création monétaire privée, comme aujourd'hui, et un canal de création monétaire publique. C'est à ça qu'il faudrait revenir. Mais j'ai pas Et compris, j'ai pas compris oui, pourquoi aujourd'hui, d'après toi, l'État ne crée pas de devise. et parce mais bon, on va revenir sur le débat qu'on a eu tout à l'heure, mais il n'en a pas le droit, tout simplement. Il est On n'a pas le obligé droit. d'aller, parce qu'il est obligé d'aller se financer sur les marchés privés, donc sur les marchés financiers. C'est Alors ce qui fait. d'accord. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est puisqu'il y a eu une époque où il le faisait, qu'est-ce qui a Mhm. fait qu'il ne peut plus le faire aujourd'hui? Alors ça, c'est pour moi, c'est simplement une pensée économique un peu rétrograde, et non seulement rétrograde, mais qui pousse un peu, on va dire, les intérêts privés, les intérêts des banques, voilà, qui préfèrent. Bah, le pourquoi, je l'ai pas le pourquoi, mais c'est dans le traité de Maastricht, par exemple, pour la Banque centrale européenne. Alors pourquoi ça a été décidé comme ça? Il faudrait reprendre l'histoire du traité de Maastricht, mais certainement pour favoriser, certainement parce que ça fait peur. Parce que ça fait peur aux Concrètement, acteurs. attends, excuse-moi. Non, parce que j'ai besoin de comprendre ta pensée. Vas-y. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans le traité de Maastricht qui interdit aux États de créer leur propre monnaie? Mais je saurais pas te ressortir directement l'article qui en parle, mais il y a un article Non, qui alors interdit. je repose ma question. Ouais. Ils sont plus souverains, donc ils ne la créent pas. Mais qu'est-ce qui Oui. empêche, au niveau, dans le traité de Maastricht, à l'eurozone dans sa globalité de créer des euros? Et je crois que oui, bah, alors tu me diras, Il n'y a tu rien, veux non, dire non, il n'y via a la rien. Banque centrale. En tout Non, cas, mais les États, d'accord, oui. d'accord, Voilà. alors Il est attends, vrai que l'euro, c'est un système un peu bancal. En plus, c'est oui, mais une il n'y a pas monnaie. beaucoup de différence en fait, pour moi, quand on le dit. Alors, mais par contre, Oui, je comprends ton raisonnement. Donc, oui. si tu appliques ton raisonnement à un autre pays, comme les États-Unis, Oui. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à une période passée, les États-Unis ne peuvent plus créer leur propre devise? Eh bien, parce que la Banque centrale n'a plus le droit de financer à taux zéro l'État, le trésor public. Voilà. Le trésor public ne peut plus se refinancer auprès de la Banque centrale. De façon, il est obligé de le faire via les marchés, donc auprès d'acteurs privés. Ouais. Voilà. Et Et depuis quand ça précisément? J'ai du mal à. Hein. alors ça, pour savoir depuis quand, ce qui est clair, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, la France, l'Angleterre ont eu recours au financement à taux zéro de leurs États. Souvent, en fait, les États, quand ils sont confrontés à la guerre, notamment, c'est triste à dire, poussent le système jusqu'à sa logique ultime parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce il faut faire ses dépenses militaires nécessaires. C'est une question de survie. Et souvent, quand la guerre se termine, on revient un peu en arrière et on a tendance à favoriser voilà, les intérêts des riches, des Ok, capitalistes, pour parler en termes un peu ok. marxistes. Voilà. Alors, Alors, ouais, on a aussi à mon avis, un cas très intéressant à étudier qui n'est pas suffisamment, c'est le cas de la Chine, actuellement. La Banque centrale de Chine, à mon avis, est la banque centrale qui est la plus avancée en termes de politique oui, oui, monétaire dans le monde. Parce que eux, enfin, je sais pas, tu en as parlé tout à l'heure, je crois. Moi, c'est un peu, je te cache pas, oui. la chose qui m'intéresse en ce moment, c'est d'étudier le fonctionnement de cette Banque centrale de Chine, parce que eux ont recours à des crédits à très faible taux pour financer directement le système économique. Et ils passent directement par la Banque populaire de Chine, qui est la banque centrale chinoise. Et à ma connaissance, c'est un peu la seule grande puissance à le faire, hein, et avec la réussite économique qu'on sait. Donc, bon, voilà, ça interroge. Donc de ton point de vue, je te fais répéter, mais j'ai besoin de comprendre. Non, Et non, mais... puis, la répétition, c'est souvent très Ah oui, utile. Donc, c'est de ton sûr. point de vue, au jour d'aujourd'hui,
que ce soit en dehors de l'eurozone comme au sein de l'eurozone, l'État ne crée pas du tout de devise, quoi. Pour moi, non, il n'y en a pas le droit. Il n'en a pas le droit. Alors, maintenant, j'essaie de comprendre, hein. Tu as Oui, utilisé les écrits de Inès dans ta thèse. Lui, oui, Inès, il a beaucoup écrit sur le crédit. Et il a démontré oui, d'ailleurs que toute monnaie était crédit. oui, D'une part, là, aussi bien la monnaie d'État, je ne sais plus comment il l'appelle, mais enfin bon, la monnaie d'État que la monnaie privée, créée par les banques. Parce qu'effectivement, en ce qui concerne l'État, il y a des analogies. La monnaie, la devise de l'État, elle est remboursée, si j'ose dire, dans le sens où elle est détruite quand on paye l'impôt, quoi. Et donc pour lui, toute monnaie est crédit, et toute monnaie est une dette d'ailleurs. Mais le fait, si tu veux, alors une question que je me pose, hein, je ne sais pas si elle est pertinente, mais j'essaye de convaincre, j'essaie de comprendre le cheminement de ta pensée. Le fait qu'un type comme Inès, qui a été redécouvert il n'y a pas longtemps par Randall Arrey, d'ailleurs, si j'ai bien compris, lui-même fasse cette distinction claire entre monnaie d'État et monnaie bancaire, ne t'interpelle pas quand tu dis qu'aujourd'hui, les États ne créent plus du tout de monnaie. C'est ça qui me surprend. Si tu veux, moi, je vais te faire un aveu. En ce qui me concerne, il y a un peu plus de 3 ans, les questions monétaires, j'y connaissais strictement rien. J'ai tout découvert il y a depuis 3 ans, 3 ans et demi, quoi. Maintenant que j'ai lu Mosler et que j'ai lu un tas de choses, hein, j'ai lu Inès et j'ai lu un tas de choses sur Greber, évidemment, au départ, mais surtout les gens qui ont écrit sur la monnaie elle-même, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse raisonner autrement que sur cette base de création de devises par l'État, qui n'est pas, attention, qui a un monopole en termes de devises, mais pas un monopole en termes de monnaie. Le MMT reconnaît évidemment que le crédit bancaire, contrairement à ce que certains disent, hein. Il y a une économiste récemment qui m'a dit oui, vous rejetez complètement le crédit bancaire, ce qui est faux. Mais il y a une hiérarchie, par contre, entre la devise de l'État et puis le crédit bancaire. J'ai du mal à comprendre, on peut raisonner différemment, mais je t'écoute et j'essaye de comprendre, quoi. Donc je repose ma question, le fait que Ignès faisait ce distinguo, ça ne t'interpelle pas? Sans doute parce que tu considères qu'on n'est plus à l'époque d'Ignès, c'était 1913-1914, et que ça a changé aujourd'hui, c'est ça? oui. Bon, moi, effectivement, Michel Inès, j'en parle un peu dans ma thèse. Ouais, Donc, pour moi, il a écrit ces deux articles fondamentaux qui ont été un peu ouais, oui, oui, oui. redécouverts. Voilà, What is Money et Oui, je sais plus le nom et de le l'autre article. crédit. L'autre, c'est le crédit. Euh, Ouais. voilà. Donc, pour moi, Inès, j'ai lu ces articles. Oui, oui, Et donc, pour moi, c'est vraiment, effectivement, il montre effectivement que la monnaie et le crédit sont toujours imbriqués, qu'en fait, toute monnaie est oui, toujours oui, du crédit à l'origine. oui, oui. Alors, évidemment, et il s'appuie d'ailleurs, je crois, sur la Mésopotamie, etc., en montrant qu'à Oui, la base, à oui, l'origine même de la monnaie, on avait déjà oui. du crédit, etc. Et je suis d'accord avec ça. Simplement, voilà, moi, c'est quelque chose sur quoi j'essaie d'insister beaucoup dans ma thèse, c'est que la monnaie, dans notre système comptable, elle est toujours distincte du crédit, c'est-à-dire pour moi des créances. Parce que qu'est-ce que c'est le crédit comptablement? Ce sont les créances et les dettes. Ça, c'est toujours distinct de la monnaie officielle dans la comptabilité. Ce qui est difficile à voir, mais c'est très important, c'est que la créance, elle a un potentiel d'évolution vers la monnaie. C'est-à-dire Oui. que, et c'est aussi le cas, à mon avis, sur les marchés financiers, et c'est aussi le cas pour les bons du trésor. Donc c'est là où on a une ambivalence, parce que les créances que possèdent les acteurs, s'ils se mettent à circuler en période de confiance, peuvent eux-mêmes revêtir les fonctions d'une monnaie, devenir ce que j'appelle une quasi-monnaie. Ça, c'est quelque chose qu'on observe historiquement, c'est quelque chose qu'on observe dans des petites situations de tous les jours, comme par exemple je ne sais plus, je crois que c'était en Asie du Sud-Est, justement dans des colonies en Indochine, etc., quand des chèques se mettaient à circuler comme une monnaie. Ça commençait au comptoir d'un café, et puis c'était utilisé comme un billet, en fait, parce qu'on savait qu'on pouvait récupérer l'argent, mais les gens, finalement, ils donnaient le chèque directement sans récupérer l'argent. Donc c'était une promesse de paiement qui se transformait finalement en paiement. Tant et si bien qu'un jour, la personne qui avait fait le chèque à l'origine récupérait en paiement son propre chèque qui n'avait jamais été
Ça, c'est quelque chose que montre Graeber. Ça, c'est le processus de transformation en monnaie des créances. C'est toujours une possibilité, c'est toujours quelque chose qui peut se produire et qui se produit en partie sur les marchés financiers. Mais ça n'empêche que tant qu'un État ne dit pas « ça, c'est une monnaie officielle », c'est-à-dire un moyen définitif de paiement, une monnaie à cours légal, et ben ça n'est jamais une monnaie, ça n'est jamais légal d'une monnaie officielle. Donc il y a une possibilité d'évolution vers la monnaie du crédit, mais il y a toujours une distinction entre la monnaie officielle et le crédit. Voilà, c'est vraiment ça que… D'accord. Alors, je vais te poser une autre question. Oui. Si tu reconnais que l'effet d'un paiement, d'une dépense publique auprès du bénéficiaire n'est pas le même que celui du crédit bancaire, tu ne peux pas ne pas dire que qu'il n'y a pas, enfin, comme il y a cette différence, il est clair que cette différence, en elle-même, elle est le signe le plus évident, le plus logique du fait que quand l'État dépense, il n'utilise pas de la monnaie bancaire. Parce que s'il utilisait de la monnaie bancaire, cette monnaie aurait auprès des bénéficiaires de la dépense publique le même effet que le crédit bancaire. C'est-à-dire que ce ne serait pas un paiement définitif. Est-ce que tu suis mon raisonnement? C'est-à-dire que ça ne ferait pas augmenter l'equity, les Oui, actifs financiers. ben oui. Alors, moi je pense que là, il y a comme une illusion d'optique. Parce que si on avait dans le visualiseur l'opération Oui, paiement d'un ménage auprès d'un autre ménage, on aurait paiement du ménage A vers le ménage B, oui, on aurait pour le ménage B une augmentation de son actif financier net, oui, de ses equity. oui, Et pourtant, il n'y aurait pas de création monétaire. Tu vois? oui, Et c'est la même chose qui se produit au moment de la dépense publique. Il n'y a pas de création monétaire, mais la dépense suscite l'augmentation d'un actif financier net pour celui qui la reçoit. Voilà. Ce qui veut dire qu'il est possible que cet actif financier net augmente entre les acteurs, lors de paiements entre acteurs privés. Mais ça ne nous dit pas l'origine de la création de cette monnaie. Et oui, l'origine de la création de cette monnaie, c'est toujours dans notre système le crédit bancaire aux entreprises ou aux ménages privés. oui. Et le fait que en fait, l'augmentation de l'equity, de l'actif financier net, c'est la contrepartie de l'augmentation au niveau macro de la masse monétaire, c'est-à-dire de la différence entre les crédits anciens et les crédits nouveaux, qui est toujours voilà. Donc la masse monétaire, c'est comme, j'en reviens toujours à l'image du bain, il faut que le flux d'eau arrivante soit plus important que le flux d'eau pour qu'il y ait un stock d'eau dans la baignoire. Il en va de même pour la création monétaire dans notre système économique actuel. Voilà. Pour Alors, moi, alors, MMT et l'originalité de MMT, sa spécificité, c'est qu'elle résonne à la fois d'une manière, en termes de monnaie, donc, à la fois d'une manière verticale et d'une manière horizontale. Verticalement, tout en haut, il y a l'État, justement, qui seul crée des actifs financiers nets. C'est la seule approche qui fait ça. Toutes les autres, y compris les post-keynésiens, hein, qui sont les plus proches de MMT, et puis tous les autres, évidemment, n'ont qu'une analyse horizontale. Ils considèrent que l'État, comme tu le fais d'ailleurs, hein, en ce moment, c'est exactement le même raisonnement, hein, quand il intervient au niveau monétaire, il fait partie des acteurs qui sont, qui sont dans l'horizontalisme. Et alors que MMT démontre, et je pensais l'avoir fait, que seule la dépense publique crée des actifs financiers nets. Alors je rectifie ce que tu viens de dire d'une manière certaine. D'une manière certaine. Aucun mouvement, aucune transaction
entre agents du secteur privé, donc dans la dimension horizontale, et seulement horizontale, ne crée d'actifs financiers nets. Aucun. C'est tu me démontres le contraire. Par contre, elle permet de déplacer les actifs financiers nets, ce qui est complètement différent. Mais elle n'en crée pas. Elle n'en crée pas. Et c'est ça la différence fondamentale, si tu veux, entre l'approche MMT et l'importance qu'elle accorde à la dépense publique. Donc, tu dis que tu en es certain, et je respecte, il n'y a pas de problème. Non, mais il suffit de le vérifier comptablement. Ouais, mais non, mais justement, bon, on est tous les deux comptables, donc c'est ce qui fait la richesse de ce débat. Ouais. On sait qu'en comptabilité, il n'y a qu'une seule solution, de toute façon. Donc moi, je pense sincèrement que si, il doit pouvoir. Je pense que si tu fais le paiement entre un ménage A et un ménage B, eh bien, tu auras une augmentation de l'actif financier net du ménage B. Je suis prêt à suivre ce raisonnement. Ouais. Il faudrait démonter comptablement, mais bon. Enfin bon. Mais il faudrait. Mais c'est dommage que cette opération ne figure pas dans le. Sauf erreur de ma part. Ouais, le problème, c'est que moi, j'ai contacté. Je ne connais pas. Pour tout te dire, ce visualiseur, les références m'ont été données par un trader français qui travaille à Singapour, qui est passionné de MMT, qui est très proche de Bill Mitchell, Australien Bill Mitchell, qu'il a connu parce qu'ils ont travaillé ensemble, j'imagine. J'étais emballé par ça. Il y a eu quelques maladresses dans Base Money, on ne va pas rentrer dans le détail. Et quand on a voulu simplifier, j'ai écrit une adresse aux gars aux personnes qui l'ont développé. J'ai donné l'autorisation. Mais je dois dire que pour modifier ça après, alors donc on a un ami là, Andrea, un jeune ingénieur qui avait un peu de temps à l'époque, qui a francisé et puis un peu simplifié. Mais pour le développer, l'améliorer, je ne sais pas, ça va être très difficile. Idéalement, effectivement, mais idéalement, il faudrait. Ceci dit, moi, je ne te cache pas, moi, j'ai plein de chantiers en cours là, qui sont très loin de la comptabilité, mais idéalement, il faudrait tout démonter. Peut-être que je le ferai un jour. Il se trouve qu'il y a plein de gens qui disent que MMT n'écrit pas le réel, etc., mais parce qu'ils sont francophones. Mais, et surtout, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas allés voir. Mais tu verrais la littérature anglophone sur le sujet, c'est impressionnant. Il y a parmi les économistes MNP un Français qui s'appelle Éric Timoine, qui enseigne aux États-Unis, j'ai oublié le nom de sa vie, peu importe, en Oregon, avec lequel je suis en contact de temps en temps, d'ailleurs, que je rencontrerai cet été d'ailleurs, il vient en vacances à Brest, dans sa famille, auprès de Brest, en Bretagne. Et ce gars-là, mais il a démonté la comptabilité de la Fed, mais dans un détail le plus fin possible. Et à terme, je pense que je lui demanderai un conseil, mais je le ferai pour la BCE, pour le système monétaire européen. Parce qu'en réalité, j'ai d'abord besoin de satisfaire ma curiosité personnelle, mais également, j'ai besoin de démontrer que, contrairement à ce qu'on a écrit d'ailleurs, parce que certains MMTeurs ont écrit, parce que j'ai plein d'intuitions là-dessus, en fait, le système européen, eurozone, Banque centrale européenne, il n'est pas très, très éloigné des autres systèmes. Il y a évidemment le fait que les États ne maîtrisent pas eux-mêmes la politique monétaire, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a un tas de choses, il y a un tas d'analogies à faire. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, idéalement, il faudrait effectivement, et même idéalement, je vais te dire, mais peut-être je le ferai un jour, enfin, si j'ai le temps, comme j'ai la chance de bien connaître la comptabilité, c'est carrément commencer au niveau, d'ailleurs, tu insistes beaucoup dans ta thèse, je l'ai commencer par les opérations elles-mêmes. Parce que ne suivre que les bilans, il y a déjà plein de gens qui reprochent au bilan de n'être que des choses statiques, que des éléments statiques, mais même si jamais la comptabilité pourra donner ce qu'elle n'a pas, par exemple expliquer les comportements, il n'empêche que si on commence par le détail des opérations, d'abord on est davantage sûr de ce qu'on fait, et vraiment là on pourrait montrer exactement ce qui se passe. Et peut-être qu'à terme je le ferai. Ça c'est un rêve que j'ai, mais bon, on verra. Non, mais je suis tout à fait d'accord. De toute façon, je pense que
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, hein. C'est très intéressant, effectivement, déjà d'avoir ces bilans et on voit bien que cet outil est très bien construit. On se Ouais. rend compte quand on connaît un peu la comptabilité. Mais effectivement, ce serait intéressant parfois, pour des opérations précises, de revenir aux écritures comptables elles-mêmes, de les détailler, parce que là aussi, on trouverait des choses très intéressantes. D'une manière générale, je pense qu'on a. Bon, enfin, cette conversation, à mon avis, était très intéressante, très riche, mais j'en doutais pas. On a des désaccords sur des points importants, Bah mais oui. je pense qu'on est d'accord sur une chose très importante, c'est la méthodologie. Et ça, finalement, c'est pas si fréquent. Parce que là, bon, on est d'accord pour discuter de, voilà, de ce que dit la comptabilité, d'essayer de voir ce qu'elle dit pour chaque type d'opération. Et c'est vrai que c'est à partir de ça qu'on peut construire, à mon avis. Parce que quand on a des débats monétaires généraux, souvent on s'éloigne de ces réalités de base et c'est finalement ça Mm, qui détermine tout, quoi. mm. Alors, je ne sais pas s'il est possible de le contacter, hein, celui qui a fait ça, mais je Oui. pense que ça pourrait être intéressant quand même parce que, bon, moi, tu me diras ce que tu en penses, mais ce que je retiens de ce débat, c'est vraiment, finalement, on a une divergence sur le fait qu'un paiement entre deux acteurs privés puisse générer des actifs financiers nets. Moi, je pense que c'est possible, que c'est même comme ça que ça doit se passer. Toi, tu penses que c'est impossible. Et j'aimerais bien vérifier ce point, si c'était possible, peut-être avec Oui, oui, bah le oui. critère. Oui. Mais, mais Essayer de construire cette opération pour voir comment elle se déroule, tout simplement. mm, Ça pourrait être intéressant. Et je pense ouais. que déjà, si on arrive à faire ça, on aurait avancé. Oui, bien sûr. Mais je pense Parce que qu'en là, fait, enfin, ouais. ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, je voulais dire, j'ai l'impression que c'est sur ça que se focalise notre différence d'analyse, sur cette opération précise. Et il y a beaucoup de conséquences de part et d'autre, mais Oui, c'est sur enfin, ce point. je pense que la différence de nos visions, c'est plutôt fondamentalement le fait que l'État ne crée ou ne crée pas de devises, quoi. Si tu veux, euh, le chartalisme, la, c'est la monnaie fiat, quoi. C'est la monnaie fiat, Oui, c'est-à-dire, en réalité, euh, au départ, donc c'est l'État qui crée, et surtout, c'est le système dans lequel la dépense publique, et ça c'est valable depuis la fin de l'étalon, Samosser le démontre très clairement, la dépense publique n'a pas besoin d'être financée en tant que telle. Et donc ça c'est démontré par Mosler dans son livre de base, Sauf correction économique, c'est repris ensuite par Kelton, qui n'a pas écrit que des livres de vulgarisation, elle a aussi écrit des articles scientifiques. Et notamment un, c'est de la fin des années 90, elle démontre elle pose la question à quoi servent les emprunts et les titres d'État. Ils ne servent pas à financer. Et elle démontre que, comme Mosler le fait, que les titres d'État, en fait, euh, pour, pour prendre vraiment des idées synthétiques vues d'en haut, la vision de Mosler, c'est une vision qui fait passer euh, d'une d'une logique de financement à une logique donc de recherche d'équilibre, enfin de discussion sur l'équilibre d'un budget, à une recherche, à une logique de recherche de l'équilibre du marché des réserves bancaires. Et ça, c'est fondamental. Et donc, ça change complètement, et c'est la conséquence et la vision de la monnaie fiat, donc la fin de l'étalon or. Ce qu'on note, c'est que pratiquement aucun économiste ne précise quand il raisonne s'il est en change flottant ou encore en étalon or, en change fixe, etc. Et voilà, donc si tu veux, moi je suis tombé là-dedans, mais vraiment avec une chance inouïe, mais ça m'a tombé, tout ça m'a semblé tellement logique. Et je vais te dire, le seul point qui pourrait dézinguer, enfin falsifier, pour parler sérieusement, la théorie, parce que c'est quand même une théorie scientifique, hein, on peut le dire, eh bien, c'est de démontrer que euh, l'État n'est pas seul capable de créer des actifs financiers, justement, fondamentalement. C'est par exemple de démontrer que les banques le font. Et ça, c'est voilà. Donc, ben, si les gens qui écoutent, s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent désinguer et falsifier la MMT, ils savent comment faire, mais on les attend, on les attend. non, Et là, non. voilà, donc. Alors bon, je n'ai pas pour projet de dézinguer MMT, parce qu'au Oui, contraire, oui, je non, pense que, non. comme tu l'as bien dit, c'est une Ouais. théorie moi, qui m'intéresse beaucoup, Ben évidemment. Et oui. puis, voilà. Mais par contre, oui, sur ce point de la création des actifs financiers nets,
je relève le challenge. Je Oui, pense pouvoir, mais bon, encore une fois, si je me trompe, je le reconnaîtrai, bien entendu. Mais il me semble ouais. que ça doit être possible par le paiement entre deux ménages privés. Voilà. Ça pourrait peut-être faire l'objet d'une prochaine discussion, si Ok, tu es ben, d'accord. il faudra faire de la comptabilité là. Mhm. Ouais. Mais en tout cas, Robert, moi, je pense que je vais arrêter pour ce soir. Mais je te remercie beaucoup pour cette De discussion et même, puis pour tout ce travail préalable et pour aussi avoir lu mes travaux, avoir passé du temps dessus. C'est très sympa de ta part. Et voilà, bah, écoute, je suis bien entendu ouvert pour une prochaine discussion. ok. Avec plaisir. Je pense que la prochaine, on la fera avec les amis du groupe. Ouais. J'essaierai de trouver un point d'entrée qui élargira peut-être par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, sachant que j'ai noté que tu souhaitais qu'on, ça on le fera que tous les deux peut-être, qu'on regarde Hmm. la possibilité de créer des actifs financiers nets entreprises. Ouais, je pense que ça peut donner lieu à des développements intéressants, à mon avis. Ok, Mais j'ai été intéressé effectivement là ce soir d'éclaircir ce que vous entendez par actif financier net et je pense qu'effectivement c'est quelque chose de très important. ben oui, oui, Voilà. bien sûr. Ok, Allez, allez, bonne eh fin de ben, journée bonne et soirée. au plaisir. Merci, à bientôt. Ok, salut Maxime.